Bonjour à tous, et bien écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF. Mais tout d'abord, vous me permettrez en ce début d'année, au nom de toute l'équipe et de son directeur, de vous souhaiter tous nos vœux, bien sûr, pour cette nouvelle année. Une nouvelle année qui commence avec un numéro consacré à l'éducation, aux médias et à l'information. Un sujet, vous en conviendrez, qui est d'actualité. Donc nous sommes ravis de vous retrouver, vous le savez. C'est un direct qui a une structure commune. Donc nous retrouvons 3 parties. La première partie, nous aurons un étayage sur la question des enjeux autour de cette question de l'éducation aux médias et à l'information. Nous aurons une seconde partie relative à l'état de la recherche sur cette question-là. Et enfin, bien sûr, notre partie témoignages, mise en œuvre et pratique. Pour ce faire, vous êtes bien sûr en lien avec nous, vous le savez désormais. J'en profite pour saluer les nouvelles personnes qui se connectent sur cette collection des mardis. Vous rappelez, si vous ne la connaissez pas, que les anciens numéros sont également disponibles. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site de l'IH2EF. Je ne suis bien sûr pas toute seule, vous le savez. Je serai en contact avec vous d'abord via l'application menti.com. Il vous suffit de taper donc menti.com avec le numéro qui va s'afficher incessamment sous peu et vous pourrez donc poser toutes les questions possibles sur ce sujet-là. Je ne suis bien sûr pas seule non plus en plateau puisque j'ai 2 invités que je vais vous présenter. J'ai à mes côtés donc Philippe Millet qui est inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, établissement et vie scolaire. Merci d'être avec nous Philippe. Je suis également accompagnée en plateau par LSI Russier. Vous êtes, pour ne pas me tromper, je lis mes notes, responsable du pôle du laboratoire de formation au Clémy. Vous allez nous expliquer tout à l'heure en quoi ça consiste précisément. Et j'ai également des invités qui sont en visio avec nous que je vais vous présenter également. J'ai Elisabeth Carrara qui est inspectrice générale que je salue. J'ai également à mes côtés Paul Mathias qui est également inspecteur général. Merci à tous les deux d'être à nos côtés. C'est vous qui allez entamer d'ailleurs cette première partie tout à l'heure. Pour la partie éclairage, justement sur tout l'état de la recherche, je serai accompagnée par Jean-François Cerisier. Vous êtes directeur du labo Techné à l'Université de Poitiers. Merci d'être à nos côtés pour cette seconde partie. Et enfin, les acteurs qui viendront témoigner, en plus de Philippe et de Elsie qui sont en plateau. Nous avons donc Laurent Moutard qui est inspecteur de l'éducation nationale en charge du premier degré. Et nous avons également Isabelle Morel et Isabelle Bonbois qui sont respectivement chefs d'établissement et professeurs documentalistes dans un collège situé en éducation prioritaire. Voilà, écoutez, il est temps pour nous de commencer ce numéro, maintenant que nous avons mis tout le monde en appétit. Et je vais pour cela laisser la parole à nos 2 collègues inspecteurs généraux. Tout d'abord, Madame Carrara. Madame Carrara, éducation aux médias et à l'information, ce n'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet qui imprègne déjà beaucoup les pratiques et qui questionne aussi beaucoup les chefs d'établissement et les personnels d'inspection qui nous écoutent. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce sujet ? Alors, vous l'avez dit, c'est un sujet d'actualité, mais comme vous venez de le rappeler, ça n'est pas un sujet nouveau, puisque c'est une préoccupation qui anime notre système éducatif depuis quelques décennies. J'en veux pour preuve la création du Clémy en 1983, et puis le fait que voici maintenant près de 10 ans que la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République nous oblige à mettre en œuvre cette éducation et en fixe les objectifs. Alors, cette obligation, ces objectifs ont été régulièrement réaffirmés. On peut citer quelques grands jalons, j'en citerai 2 simplement. En 2015, avec la création du parcours citoyen, et c'est un signal fort qui est donné puisque l'on pose l'EMI comme un des axes premiers aux côtés de l'enseignement moral et civique. Et puis, 2e jalon, plus récent, en 2019, avec le cadre de référence des compétences numériques, dans lequel l'EMI tient bien sûr une place prépondérante. Alors, cette affirmation de la nécessité d'une éducation aux médias et à l'information se justifie pleinement. Elle se justifie d'abord par les fondements même des missions de l'école, puisqu'il s'agit de donner à chaque élève des moyens d'exercer sa citoyenneté par l'accès à l'information et de jouir de sa liberté d'expression dans le respect d'autrui. Or, tout comme la préoccupation n'est pas nouvelle, cette responsabilité n'est pas nouvelle non plus. Mais je dirais qu'elle prend un caractère particulier dans une société qui est marquée par l'omniprésence. Omniprésence et diversification des moyens d'information et de communication. Et de façon concomitante, dans une société où les frontières entre l'école et le hors-l'école s'estompent. Dans ce contexte, il nous appartient donc collectivement d'amener les élèves à un usage responsable des médias, de leur donner des clés d'accès à l'information, mais aussi des moyens de se protéger.
Et il ne faut pas oublier qu'éduquer aux médias et à l'information, c'est aussi former les élèves à la protection de leur identité numérique, par exemple, ou encore mener des actions de prévention qui visent à les prévenir contre les usages dangereux ou illicites, par exemple, en les sensibilisant aux conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux à des fins de harcèlement. Alors, préoccupation ancienne, préoccupation partagée, puisque cette volonté de mettre en œuvre une éducation aux médias n'est pas propre à la France. Depuis une vingtaine d'années, on note que les grands organismes internationaux, tels que l'OCDE ou le Conseil de l'Europe, préparent l'éducation de demain en proposant un cadre de compétences du XXIe siècle, l'objectif étant de permettre à toute personne de s'adapter et d'être autonome pour faire face aux enjeux sociétaux. Et l'éducation aux médias et à l'information est une traduction de ces compétences du XXIe siècle dans le système éducatif français. Alors néanmoins, force est de constater que malgré ces volontés affirmées et réaffirmées, malgré des initiatives nombreuses, l'EMI reste inégalement déployé et, à ce jour, il est difficile d'affirmer que tous les élèves bénéficient d'un parcours d'éducation aux médias et à l'information. Alors, la question qui se pose, c'est comment surmonter les difficultés, c'est-à-dire au-delà des convaincus, de ceux qui, comme ceux qui sont sur ce plateau aujourd'hui, sont acquis à la cause de l'EMI, comment convaincre tous les professeurs, tous les personnels d'éducation de la nécessité de participer à cette éducation, et c'est bien là l'objet de notre préoccupation. Alors, le choix qui a été fait avec l'EMI est le choix d'une éducation transversale, c'est-à-dire une éducation à laquelle tous les enseignements doivent contribuer. Cette transversalité se justifie, bien entendu, elle se justifie parce qu'elle vise à favoriser une véritable acquisition des compétences en permettant de les travailler d'une façon répétée, sous des angles variés et dans des contextes différents, et puis par un ancrage dans les enseignements disciplinaires qui leur donnent pleinement sens. Toutefois, il y a des contreparties, ce qui peut être une force peut aussi se révéler une faiblesse, puisque en absence d'horaires spécifiques dédiés, en absence d'identification dans les emplois du temps, avec cette idée que tout le monde doit le prendre en charge, on peut avoir aussi l'écueil que finalement, en étant la responsabilité de tous, chacun compte sur l'autre finalement pour prendre en charge cet enseignement et qu'au final, l'EMI ne soit pas ou pas assez travaillé par l'ensemble des équipes des personnels enseignants ou d'éducation. Le risque aussi est le risque d'un manque de coordination, de continuité dans les apprentissages, c'est-à-dire d'une multitude d'actions menées, les unes aux côtés des autres, mais sans une progression pensée collectivement, ce qui fait perdre, bien entendu, beaucoup d'efficacité. Alors, pour répondre à ça, bien sûr, on ne peut qu'affirmer la nécessité d'un pilotage fort par le chef d'établissement au sein de l'EPLE et par les inspecteurs, tant au niveau de la circonscription dans le premier degré que des disciplines dans le second degré. Et de ce point de vue, j'affirme bien que l'EMI a pleinement sa place dans le projet d'école ou dans le projet d'établissement. Alors cette mission de pilotage, elle est essentielle. Elle est essentielle pour donner une impulsion, pour fédérer autour d'un projet collectif et elle peut s'appuyer sur des leviers. Je vais en citer quelques-uns, ceux qui me semblent les principaux. Premier levier, les personnes ressources. En collège comme en lycée, le professeur documentaliste s'affirme comme la personne ressource pour mettre en œuvre l'EMI. D'une part parce que la circulaire de mission de 2007, qui définit les missions des professeurs documentalistes, les positionne comme maîtres d'œuvre de l'EMI au sein de l'établissement. D'autre part parce que leur formation en fait des personnes ressources en sciences de l'information et de la communication. Personnes ressources, bien entendu, pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Et puis enfin, parce que l'élaboration même du projet de politique documentaire est une occasion d'engager une réflexion collective et d'orchestrer la construction d'un parcours d'éducation aux médias et à l'information pour l'ensemble des élèves. Donc, premier levier, les personnes. Il y en a d'autres, je pense bien sûr aux référents numériques, par exemple. Second levier, les textes. Les textes qui, peu à peu, au cours des décennies qui ont précédé, vont affirmer et préciser la place de l'EMI. Alors, c'est d'abord le référentiel des compétences professionnelles des professeurs et personnels d'éducation, qui l'affirme comme compétence commune à l'ensemble de ces personnels. C'est aussi l'inscription de l'EMI dans le parcours citoyen
qui, je l'ai dit tout à l'heure, est un signal fort. De même, les repères inscrits dans les programmes disciplinaires, qui permet à chaque enseignant d'envisager des temps durant lesquels il va plus particulièrement travailler ses compétences qui sont liées à l'EMI. Et puis, le socle commun, avec le domaine 2, qui invite tous les professeurs à contribuer à la formation des élèves, mais aussi à l'évaluation de la maîtrise des compétences. Une évaluation qui d'ailleurs peut s'appuyer sur l'outil de validation de la maîtrise des compétences que constitue la certification PICS, que les élèves sont maintenant censés passer en fin de scolarité obligatoire et en fin de cycle terminal. Troisième levier que je souhaitais évoquer, les instances de l'établissement. Alors dans les instances, je pense bien entendu au conseil pédagogique, mais également aux instances qui permettent d'associer les élèves et les familles, le CVL notamment, car il ne faut pas perdre de vue que c'est l'adhésion à un projet collectif que nous recherchons et que les élèves sont souvent force de propositions et de propositions fort pertinentes lorsqu'il s'agit de se pencher sur les usages des médias et sur l'information. Enfin, les plans de formation, les partenariats possibles, les nombreuses ressources mises à disposition sont des leviers qui peuvent être mobilisés tant par les chefs d'établissement que par les professeurs. De ce point de vue, je rappelle que l'EMI a une place centrale dans le schéma directeur de la formation continue. Je rappelle aussi que de nombreux partenariats sont possibles. Beaucoup sont mobilisés au moment de la semaine de la presse, par exemple. Et puis, les ressources pédagogiques ou celles qui visent le pilotage sont très nombreuses. Alors, je termine en soulignant que ce panel de ressources s'enrichira bientôt d'une nouvelle ressource avec un nouveau vade-mecum dont la publication est imminente et dont je suis sûre chacun pourra s'emparer pour retrouver des points d'appui tant pour mettre en œuvre l'EMI dans les enseignements que pour le pilotage, que ce soit pour les chefs d'établissement ou les inspecteurs. Merci Madame l'inspectrice générale, vous l'avez dit, l'EMI c'est à la fois l'affaire de tous et pour autant on voit une disparité sur les territoires dans la manière dont chacun peut s'en emparer, soit par conviction aussi personnelle, par un engagement fort qui perdure et la recherche de nouvelles idées pour faire vivre justement l'éducation aux médias et à l'information. Et puis aussi, vous l'avez très bien dit, cette recherche pour aller, entre guillemets, convaincre ou développer, déployer à travers l'approche transdisciplinaire qui est un levier possible et des personnes relais bien identifiées. Pour autant, on va se poser la question de la formation et on va aussi se poser la question des termes. Et je crois que Paul Mathias, justement, en tant qu'inspecteur général, on va questionner pourquoi nous parlons d'éducation et puis de voir avec vous aussi d'autres leviers et d'autres pistes possibles. Alors, monsieur l'inspecteur général, qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'éducation aux médias et à l'information ? Reprendre cette locution d'éducation aux médias et à l'information permet d'éclairer un petit peu les choses. Si on parle d'éducation, effectivement, et pas simplement d'apprentissage ou d'instruction, c'est qu'on vise quelque chose qui ne concerne pas l'acquisition seulement de compétences ou de connaissances, mais qu'on vise quelque chose qui a partie liée avec la conduite, qui a partie liée avec ce qu'on appelle assez communément le savoir-être. Un savoir-être qui ne concerne pas seulement l'école d'ailleurs, mais qui concerne l'environnement social plus en général, puisque justement les médias et l'information sont cette espèce d'océan informationnel dans lequel nous sommes plongés, adultes aussi bien que jeunes gens, voire qu'enfants, et dont nous avons essayé de tirer le meilleur tout en essayant évidemment d'éviter le pire. Alors cet océan informationnel, par quoi est-il constitué ? On dira qu'il est constitué par les médias. Bien entendu, il est constitué par les médias, mais les médias traditionnellement, nous les connaissons, c'est la presse écrite, c'est la presse radiophonique, ou en tout cas ce sont les informations radio, c'est la télévision, ce sont des supports dont nous avons pris l'habitude et parmi lesquels nous savons naviguer à peu près convenablement. Les réseaux qui ont émergé il y a un petit quart de siècle maintenant, nous ont placés devant une nouvelle tempête océanique, si je puis dire, d'informations. Et cette
tempête appelle de notre part que nous apprenions à garder le cap, d'abord à fixer un cap, à garder ce cap, à arriver à destination, c'est-à-dire en tirer quelque chose en termes cognitifs, en termes de formation personnelle, en termes aussi de compétences sociales, d'interaction. Bref, la difficulté que nous rencontrons avec ces nouveaux espaces numériques, c'est qu'ils changent en permanence, que leur structuration elle-même change de manière assez constante. On parlait autrefois du web, puis on a parlé du web 2.0, puis il est désormais question de parler d'un web 3.0, c'est-à-dire qu'il est question de parler d'architecture dans lesquelles nous évoluons, qui se modifient considérablement et qui non seulement sont en mutation permanente, mais sont en tension et provoquent pour nous à la fois des crispations et des réactions parfois épidermiques, parfois de rejet, parfois d'accueil peut-être inconsidérés de leurs possibilités. Enfin bref, on voit qu'avec ces mutations, c'est jusqu'à la notion même d'information qui devient extrêmement problématique. Si classiquement l'information est ce que diffusait la radio ou la télévision, si l'information était ce qu'on trouvait dans les médias papier, la presse nationale, la presse quotidienne régionale, information aujourd'hui à la structure et le statut d'un tweet, à la structure et le statut d'une publication sur Facebook ou sur Instagram, à l'apparence d'une image, à l'apparence d'un simple pouce levé ou d'un simple pouce baissé. L'information devient quelque chose d'extrêmement diffus, d'extrêmement inconsistant en réalité, alors même que tout cela a véritablement du sens. Donc on voit que l'EMI, ce n'est pas une éducation qui aurait un objet, par exemple l'information sur les réseaux. L'EMI a plutôt pour objet d'éclairer le paysage informationnel dans lequel nous nous trouvons, ou de nous donner, la métaphore océanique est peut-être meilleure, de nous donner les moyens de fixer et de tenir un cap dans cet environnement océanique. Nous, ce sont d'abord les jeunes, et ces jeunes gens auxquels nous dispensons des enseignements, ces jeunes gens seront les adultes de demain et construiront le monde de demain. Donc ce que nous leur apprenons aujourd'hui et les éléments, les outils que nous leur donnons d'apprentissage aujourd'hui, c'est ce qui fera l'architecture, évidemment, du monde de demain. Donc, il est bien évident que l'EMI s'inscrit du coup dans un véritable projet politique. C'est-à-dire que le lien est très étroit entre l'EMI et l'EMC, comme vous disiez tout à l'heure. Le lien est très étroit entre l'éducation aux médias et l'information et la pratique de la citoyenneté, si l'on peut dire. Or, cela passe par quoi? Cela passe non pas par simplement le professeur documentaliste qui, isolément dans les établissements, aurait la tâche d'apprendre aux élèves de tout l'établissement à être de bons citoyens. Cela n'a pas de sens. Cela passe en fait par une coopération intime, par une collaboration intime des professeurs documentalistes qui sont comme des phares, à mon sens, au sein des établissements et l'ensemble des disciplines qui peuvent graviter autour de l'éducation aux médias et à l'information. Prenons deux exemples. Premier exemple, le livre. Qu'est-ce que c'est qu'un livre? Un livre, aujourd'hui, est quelque chose de très, très différent de ce que fut un livre au XIIe siècle, c'est-à-dire du parchemin écrit à la main, de ce que fut un livre, si l'on peut encore parler de livre, dans l'Antiquité, où on portait des tablettes, parfois des papyrus, bref, où l'on avait des supports dont la manipulation était très très différente évidemment de celle que nous connaissons aujourd'hui, des objets technologiques très avancés que sont les livres que nous connaissons aujourd'hui. D'un livre, quelle approche pouvons-nous avoir? Une approche historique. Le professeur d'histoire peut apprendre à ses élèves quelle différence il y a entre un papyrus, une tablette, un livre imprimé, un livre copié, et quelle
inflexions de la lecture et de la réflexion et donc des apprentissages, on observe avec la mutation de cet objet. Mais ce n'est pas seulement l'historien qui peut y travailler, c'est aussi le professeur de lettres qui peut y travailler et montrer comment la littérature elle-même a pu subir une évolution, ou la philosophie elle-même a pu subir une évolution du fait de la transformation des supports de l'écrit. Le professeur documentaliste peut être le centre de gravité de toutes ces études, de l'évolution intellectuelle que représente, par exemple, l'objet livre, et il peut être le centre de gravité d'une mise au jour des enjeux intellectuels des médias. Prenons un second exemple, l'exemple des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, constituent un espace dans lequel les jeunes gens, notamment, se jettent presque à corps perdu. Quel pourrait être le rôle de l'éducation aux médias et à l'information? Montrer que ce sont des architectures, montrer que ce ne sont pas des espaces seulement ludiques, même si ce sont aussi des espaces ludiques. Bref, le professeur documentaliste peut aider à construire des stratégies au sein de l'école pour appréhender les réseaux sociaux et pour s'y gouverner à peu près convenablement. Bref, l'éducation aux médias et à l'information travaille en collaboration, on peut travailler en collaboration extrêmement étroite avec l'ensemble des disciplines scolaires et peut aider à dynamiser des stratégies de coopération au sein de l'école. Les enjeux du numérique sont au cœur de l'EMI aujourd'hui. Ces enjeux du numérique concernent d'une part, bien sûr, les apprentissages et concernent d'autre part ce que j'évoquais en commençant, à savoir l'exercice de la citoyenneté. Donc c'est absolument énorme, si je puis dire, ce que nous offre l'EMI. Et je pense que la suite de nos débats permettra de mieux encore mettre au jour cette propriété. Alors justement, je rebondis et je remercie d'ailleurs les collègues qui réagissent par le biais justement de menti.com avec le code que nous allons afficher de nouveau. Et nous avons une réaction assez partagée sur la question de comment définir l'EMI. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. Vous avez parlé de son côté extrêmement vaste, vous avez parlé de la partie numérique, mais il n'y a pas que cette partie-là aussi. Donc finalement, voilà, peut-être qu'il faut qu'on aille vers cette approche d'une définition claire et précise de l'EMI. Et je vais interroger aussi Jean-François Cerisier, puisque vous êtes directeur du laboratoire Techné à l'université de Poitiers. Et justement, vous vous interrogez aussi sur le choix du terme et le terme justement d'éducation aux médias ou à l'information. Donc, on va pouvoir réagir avec vous là-dessus. Et on garde bien sûr la réponse à la définition de l'EMI peut-être à la fin du direct, voir si nous pouvons en formaliser une. Alors, Monsieur Cerisier, dites-nous tout sur l'état de la recherche autour de ces questions de formation des jeunes aux usages numériques, à l'éducation aux médias et à l'information. Merci beaucoup. Tout, sans doute pas. D'abord, mes propos vont faire fortement écho à ceux d'Elisabeth Carrara et de Paul Mathias qu'on vient d'entendre. Je n'ai pas de définition définitive à proposer pour l'éducation aux médias et à l'information. J'ai un point de vue de chercheur sur cette question et sur cette terminologie, je vais l'exprimer. Dire que beaucoup de recherches, d'abord dire que beaucoup de recherches sont réalisées au niveau national et international, ça a déjà été indiqué, sur des questions qui, à leur façon, d'une façon ou d'une autre, relèvent de cette problématique générale de l'éducation aux médias et à l'information. Il n'est évidemment pas possible d'en rendre compte dans un temps si contraint. Mais ce que je voudrais souligner pour commencer, c'est que certains des thèmes qu'elles abordent, ces recherches, ou ces politiques publiques d'ailleurs, ont actuellement une très grande visibilité sociale, médiatique et politique. Comme thème, je peux citer ici, c'était une évidence, par exemple, les fake news, les cyberharcèlements. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui se posent, elles sont aussi très importantes et je pense qu'il serait dangereux de cantonner les recherches, bien sûr, mais aussi les politiques publiques et les pratiques pédagogiques qui témoignent de leur appropriation de terrain à ces seules problématiques, même si, évidemment, on ne peut pas contester leur importance. Alors, pour répondre à votre question et invitation, en fait, moi, j'ai choisi de partager avec vous
trois réflexions, trois petites réflexions, comme aussi des invitations à débattre. La première, justement, sur cette notion d'éducation aux médias et à l'information, plutôt sur la terminologie qui est employée d'éducation aux médias et à l'information. La deuxième, sur une question qui me semble essentielle, qui a aussi été largement évoquée depuis le début de cette émission, avec la question de la scolarisation de l'éducation, c'est la façon dont l'institution scolaire considère l'éducation aux médias et à l'information, et que à l'avenir je l'appellerai plutôt éducation numérique pour ce qui me concerne. C'est une prise de position. Et la troisième réflexion, elle portera sur la place des parents dans cette éducation numérique, ou plutôt la question de la coéducation avec l'institution scolaire et les autres acteurs de l'éducation. Donc 3 points. Le premier, d'abord, le choix des mots, et le choix des mots, évidemment, a de l'importance. Éducation aux médias et l'information, vraiment toute une analyse qui a déjà été engagée, pour laquelle je vais donner aussi un point de vue qui ne veut pas complètement épuiser le sujet, ça va de soi. Pour moi, choisir aujourd'hui, que l'institution scolaire française choisisse encore aujourd'hui de parler d'éducation aux médias et à l'information, c'est évidemment très très intéressant, mais je trouve que c'est un peu daté. Et j'y vois, pourquoi? Parce que j'y vois un tropisme, excessif vers l'information. Quand la communication, alors peut-être est-elle incluse un média, mais quand la communication a tant d'importance. Bien sûr, je suis professeur de sciences de l'information et de la communication, je sais bien combien ces deux notions sont indissociables, mais quand même, on attire plus l'attention ici sur l'information, avec une histoire de l'éducation aux médias et à l'information construite à partir de problématiques qui sont celles plutôt des médias d'information. Quand la communication, en tout cas dans les pratiques médiatiques des jeunes et des moins jeunes, a autant de place et autant d'importance, présente autant d'intérêt et autant de dangers. Bon, c'est-à-dire que dans ce choix terminologique d'EMI, le numérique n'est pas placé au cœur. Et pourtant, il me semble qu'il constitue la question centrale. C'est pourquoi j'opte personnellement et je trouve préférable de parler d'éducation au numérique. En considérant bien sûr ici le numérique dans toutes ses dimensions, des plus techniques ou plus sociales, des plus abstraites ou plus concrètes, c'est-à-dire des questions qui relèvent de l'ingénierie ou de la science, à celles qui relèvent de la philosophie. Et pour le dire très vite, je pense que l'éducation au numérique est déjà, peut-être pas complètement encore, elle pourrait être, devrait être, une sorte de continuum qui va justement de l'enseignement des sciences du numérique, de l'éthique, de la philosophie, de la technique, etc., jusqu'à, et ça me semble totalement essentiel, jusqu'à l'accompagnement, d'un point de vue plus éducatif, à l'accompagnement des pratiques numériques personnelles des élèves. Je veux dire qu'il s'agit donc, pour ce qui concerne les élèves, quel que soit leur âge, quel que soit l'ordre d'enseignement considéré, de leur permettre d'acquérir, bien sûr, des connaissances sur le numérique, bien sûr, des compétences d'utilisation de ces techniques. Elles sont très, très utiles à l'école, elles sont même indispensables, puisque certaines écoles manquent de certaines des compétences qui sont pourtant indispensables à l'utilisation du numérique pour apprendre à l'école, ce qui est quand même un vrai obstacle à l'utilisation du numérique pour apprendre, mais c'est une autre question. Mais il faudrait aussi, bien sûr, développer leur capacité à réfléchir sur les enjeux numériques, et le tout dans une perspective qui me semble évidente et qui est celle déjà citée de l'appropriation personnelle de ces techniques à des fins de quoi? De réussite scolaire, de réussite professionnelle, mais aussi, bien sûr, de réussite sociale et de réussite citoyenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième est celui de la scolarisation de l'éducation au numérique, ou, avec la terminologie consacrée, donc de l'EMI. Alors, dans les programmes, ça vient d'être dit, dans les programmes et leurs textes d'accompagnement, dans les dispositifs qui sont déployés, dans les choix organisationnels qui sont en place, qui en découlent, l'éducation au numérique est transversale, au sens transversal aux disciplines. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt à cela, mais qu'il y a aussi un risque, il a été évoqué, mais j'insiste, c'est-à-dire qu'en étant partout, le risque est que l'éducation numérique, finalement, ne soit nulle part. Si nous partions d'une situation avec un volume, je dirais, je ne parle même pas qualitativement, mais quantitativement, un volume d'activités d'apprentissage construites autour des questions d'éducation au numérique qui serait très important, eh bien le risque c'est faible. Mais dans la mesure où l'éducation numérique
à une place encore limitée à l'école, E majuscule école, eh bien, le risque de la transversalité est fort. Et ça, bien sûr, malgré un foisonnement d'initiatives, certaines seront rapportées tout à l'heure, et sans doute une réelle progression de l'éducation, tant quantitative que qualitative d'ailleurs, de l'éducation au numérique, dont ce foisonnement témoigne. Mais pour autant, ça a été dit, l'éducation numérique à l'école n'est toujours pas à la hauteur des enjeux ni de la place que le numérique a dans la vie des jeunes. Et pour autant, et c'est là tout le paradoxe que je veux souligner, que la responsabilité de la mettre en œuvre, cette éducation numérique, soit disséminée, c'est-à-dire transversale, ou bien qu'elle soit ce qui pourrait être discuté et concentré sur une ou quelques disciplines, on peut redouter sa scolarisation excessive. Quel est le risque que pourrait faire courir cette scolarisation, que fait courir cette scolarisation? Bon, il est classique, hein. Il y a un risque, comment le dire, de chosification, ou plutôt, avec un terme plus adapté, d'essentialisation, qui réduirait l'éducation numérique à un objet académique, parce que notre institution fonctionne tout de même beaucoup de cette manière, la réduirait à un corpus de savoir scolaire, quand le numérique est avant tout un ensemble de pratiques, avec des pratiques des jeunes notamment, évidemment, de nos élèves, avec les représentations que ces pratiques supposent et les valeurs qu'elles engagent. Et il y a là sans doute, dans la scolarisation, un équilibre à trouver entre apport de connaissances et accompagnement éducatif des pratiques, ce qui est très difficile à réaliser. Un équilibre qui appelle sans aucun doute beaucoup d'ingéniosité pédagogique. Et encore une fois, il existe beaucoup d'initiatives pédagogiques qui vont dans ce sens. Et beaucoup d'aides existent au sein et au-delà du système éducatif. Je pense évidemment au Clémy, mais aussi à beaucoup d'autres structures pour cela. Mais le passage à l'échelle, au sens de l'élargissement de l'éducation numérique à l'échelle de ces enjeux, fait craindre, il me semble, les effets excessifs de cette scolarisation. Et pour avoir un garde-fou à ces effets excessifs de la scolarisation, il me semble nécessaire, au-delà de ce qui a déjà été énoncé, de ce qui a déjà été fait et proposé, d'élaborer un cadre de référence beaucoup plus incitatif pour que l'éducation numérique soit plus effective et plus efficace, mais aussi un cadre de référence qui articule explicitement les apports de connaissances et l'exercice de la pratique réelle du numérique à l'école. S'il fallait discuter de cette question autour d'un acte d'une politique publique, ce serait par exemple discuter du bien fondé et de l'application réelle de la loi sur l'interdiction du téléphone portable au collège, par exemple. Et alors, vous aviez aussi un point de vue intéressant sur la place des parents, qui rejoindrait d'ailleurs l'une des questions posées par nos collègues, qui s'émeuvent aussi du fait que l'éducation aux médias et à l'information ne se réduit pas, pour certains, à la question du numérique. Aujourd'hui, l'éducation aux médias et à l'information comprend aussi d'autres champs, et nous y reviendrons tout à l'heure. Donc voilà, je pense que ça fait réagir. Votre intervention fait réagir, en tout cas, sur ces deux points-là. Très bien. Et une attente par rapport à la place des parents que vous souleviez. Très bien, alors c'est très bien qu'elle fasse réagir. C'est évidemment un acte quasi, certes scientifique de chercheur, mais quasi militant que de défendre cette place nécessaire pour une éducation explicitement qualifiée d'éducation au numérique. Bon, j'en ai fini, en tout cas pour l'instant, sur cette question de la scolarisation. Effectivement, se pose aussi, et c'est le troisième point de mon intervention, une question qui me semble très importante, c'est de savoir qui doit prendre en charge cette éducation numérique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, au sein, on l'a évoqué en parlant des acteurs internes au système éducatif, mais je pense qu'on ne peut pas oublier là que les pratiques numériques, d'une part, les pratiques numériques ou les pratiques médiatiques, où les pratiques informationnelles des élèves ne sont pas limitées au temps et à l'espace scolaire, et qu'il n'y a pas de solution de continuité, bien souvent d'ailleurs, entre les pratiques qui se réalisent dans l'espace-temps scolaire et celles qui se réalisent dans d'autres espaces-temps.
Et puis, évidemment, qu'il y a la question qui se pose de la place des parents et de la responsabilité des parents au-delà de la place de l'institution scolaire et de ses propres responsabilités. C'est une question à laquelle j'ai l'occasion de travailler avec mes collègues du laboratoire technique à l'Université de Poitiers dans le cadre de plusieurs projets de recherche qui sont liés à la période que nous vivons, plutôt que nous vivons depuis 2020, et en particulier après la période ou pendant et après la période de confinement. Nous sommes associés au dispositif ou programme national territoire numérique éducatif puisque nous sommes chargés avec un autre laboratoire qui est le laboratoire Bonheur de l'Université de Cergy, de Paris-Cergy, de l'évaluation du démonstrateur du programme territoire numérique éducatif dans les départements de l'Aisne et du Val d'Oise, et que la question des parents, plutôt le thème de la place des parents dans les situations que nous avons vécues et puis dans ce qui va se dérouler dans les mois et années qui viennent, la question des parents est un levier du programme territoire numérique éducatif. Et donc, c'est une situation tout à fait privilégiée pour conduire des recherches sur cette question. Et donc, la question, en fait, elle est évoquée avec une terminologie qui pourrait aussi être discutée, qui est celle de la e-parentalité. La terminologie choisie au sein de ce dispositif par les services de l'État est la e-parentalité. Comment accompagner la e-parentalité scolaire, bien sûr, puisqu'on peut imaginer une parentalité qui n'aurait pas seulement comme périmètre les activités numériques, les pratiques numériques scolaires des enfants, des élèves. Et puis finalement, quand on va sur le terrain, on voit très vite que la question de la e-parentalité, c'est un fil qui, lorsque l'on le tire, fait apparaître très vite la question de la parentalité scolaire, c'est-à-dire comment les parents peuvent-ils accompagner leurs enfants dans leurs activités scolaires. Il y a sans doute la question encore plus générique de la parentalité, mais au moins la e-parentalité et la parentalité scolaire interagissent et sont questionnées toutes les deux. Et beaucoup de recherches, au-delà des nôtres, bien évidemment, qui sont conduites sur ce sujet depuis le confinement et bien avant, montrent l'urgence de repenser, peut-être même de penser, la place des parents à l'école. Je dis la pensée parce que historiquement, on a peu pensé dans les décennies qui viennent de s'écouler. On y a consacré peu en tout cas de choix politiques, de dispositifs, etc. Et donc, il nous semble que, au vu des difficultés rencontrées par les parents d'élèves pendant la période de confinement, mais bien avant sans doute et bien avant ensuite et bien après, bien évidemment, il est important pour penser l'éducation au numérique de penser la coéducation au numérique et se demander comment articuler la responsabilité de l'école à ce sujet avec celle des parents, des familles à ce sujet également, pour accompagner les uns et les autres, c'est-à-dire mettre en place une politique qui prenne en compte cette problématique de la coéducation, en tirer des enseignements sans doute sur la formation qui est nécessaire aux enseignants pour qu'ils puissent exercer leurs responsabilités dans ce domaine. Voilà. Et puis, j'en termine ou presque avec ça. Et puis aussi la question de l'accompagnement des parents, ou même la formation des parents, dont on voit bien que là aussi, il y a deux tendances un peu extrêmes. Ce sont les parents qui abandonnent toute responsabilité, qui se démettent de leur responsabilité parentale pour l'éducation numérique, qui la font entièrement peser sur l'école, qui ont beaucoup d'attentes, même si elles ne sont pas toujours très formalisées. Et puis il y a ceux qui, à l'autre extrême, exercent cette responsabilité en mettant en place un contrôle parental qui est très peu éducatif. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas éducatif, qui est très peu éducatif. Et donc, je termine sur ce point pour laisser place à la suite et à la discussion. Il me semble que là, il y a urgence à penser la place des parents à l'école et de penser non plus l'éducation aux médias et à l'information ou l'éducation au numérique, mais la coéducation au numérique. Merci, Monsieur Cerisier, pour cette prise de parole, en tout cas, et ce point de vue
Voilà, très précis. Donc, nous allons pouvoir maintenant entendre d'autres orateurs sur le sujet parce que nous sommes interpellés justement par le public qui nous écoute, par des collègues qui indiquent qu'ils sont confrontés aussi à ce besoin d'arriver à convaincre aussi les enseignants de mettre en place une approche transdisciplinaire ou en tout cas de mettre en place des projets ou d'être en lien avec le ou la professeur documentaliste des établissements, par exemple. Et donc, pour cela, nous allons proposer des pistes aussi d'action, grâce notamment au Clémy, puisque l'éducation média et l'information, dans toute sa pluralité et diversité telle qu'elle existe aujourd'hui, peut être accompagnée grâce au Clémy. Et pour cela, je vais laisser la parole à Elsie Russier. Vous êtes responsable du pôle du laboratoire de formation au Clémy. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui est en place aujourd'hui? Déjà, qu'est-ce que le Clémy? Et qu'est-ce qui est en place aujourd'hui pour les enseignants et pour les pilotes qui nous écoutent, qui sont chefs d'établissement, directeurs d'école ou inspecteurs? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour commencer, pour rappeler la définition du Clémy, donc c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Donc comme l'a dit Madame Carrara tout à l'heure, il existe depuis 1983, donc ça fait déjà presque 40 ans qu'on travaille sur ces questions-là. Alors, il y a plusieurs types d'actions que mène le Clémy. Je peux les lister un petit peu ici rapidement. D'abord, c'est la production de ressources, qu'elles soient à destination des enseignants, mais également, pour revenir avec à ce que disait Monsieur Cerisier juste avant, à destination des familles, puisqu'on sent bien qu'il faut aussi s'ouvrir à des conseils en éducation aux médias et à l'information à d'autres publics. Le développement de partenariats et d'actions éducatives. Alors, je ne vais pas toutes les citer ici, mais la plus connue, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc la 33e édition aura lieu cette année du 21 au 26 mars. Et je rappelle que le thème de cette année, c'est s'informer pour comprendre le monde. Et autour de cette action et de ces partenariats, on produit aussi des ressources d'accompagnement pour que les enseignants puissent mettre en place des actions dans les classes. Une des missions aussi importantes du Clémy, c'est le développement des médias scolaires. Parce que la question de la production médiatique ou de l'expression médiatique des jeunes est pour nous essentielle en éducation aux médias et à l'information. On articule toujours des éléments d'analyse des médias à des activités de production médiatique pour vraiment comprendre comment fonctionne en fait, l'univers médiatique dans lequel les élèves baignent. Et puis, bien évidemment, on a la question de la formation qui est un levier essentiel. Donc, à la fois la formation de formateurs en éducation pédiatrique à la formation, mais la formation d'enseignants, que ce soit du premier ou du second degré. Parce que, bien évidemment, on n'attend pas le collège ou le lycée pour faire de l'EMI. Il faut vraiment que, même dès l'école maternelle, on puisse déjà un peu commencer à découvrir un peu cet univers médiatique dans lequel les élèves baignent, à la fois dans leur milieu familial et à l'école. Et puis dernier point, j'y reviendrai plus précisément, c'est l'animation du réseau des coordonnateurs et coordonnatrices académiques du Clémy. Parce qu'il faut savoir que dans chaque académie, donc, il y a un coordonnateur qui est en charge du pilotage en fait, des actions EMI au plan académique. Alors, précisément donc, sur la formation. Donc, pour nous, évidemment, c'est le premier levier indispensable au développement de l'EMI dans les établissements. On intervient à plusieurs échelles, à la fois au niveau national pour les cadres à travers l'organisation de PNF. Je rappelle d'ailleurs que celui de l'an dernier qui s'appelait Ambition et pilotage, il y a un parcours magistère qui est encore ouvert et qui est disponible. Si les personnes qui nous écoutent souhaitent en consulter les documents, c'est encore possible. Et puis cette année, ce sera un PNF qui s'intitule l'EMI pour former des citoyens. Voilà, autour de ce lien entre, comme on parlait monsieur Mathias juste avant, le lien entre éducation aux médias et à l'information et formation de la citoyenneté. Voilà. Il y a des actions de formation à destination des formateurs, comme je le disais juste avant. L'idée, c'est de créer aussi un réseau de formateurs qui soit un peu experts dans les académies.
Et puis de former des enseignants. Alors évidemment, il y a les professeurs documentalistes qui sont experts en EMI, mais il y a aussi tous les enseignants de discipline qui, eux, n'ont pas toujours bénéficié, dans le cadre de leur formation initiale, de modules d'EMI. Et c'est un peu le trou dans la raquette, on va dire, la formation initiale. Et donc là, c'est aussi des leviers sur lesquels on essaie de travailler, notamment par le biais de l'hybridation des formations ou de la création de formations continues, de formations à distance, excusez-moi, qui permettraient d'atteindre un petit peu différents publics, et notamment les enseignants en formation initiale. On a créé également un outil de cadrage de ces formations. Donc, on a fait une proposition de référentiel de compétences pour les enseignants et les formateurs en EMI. Alors, c'est une proposition, mais l'idée, c'est de proposer un outil d'auto-évaluation pour les enseignants, pour qu'ils puissent se positionner eux-mêmes sur leurs compétences en EMI et qui puissent déterminer leurs besoins de formation. Mais également, c'est un outil de structuration de la formation en EMI, voilà, qu'on propose, qui est disponible sur le site du Clémy, si ça intéresse les personnes qui nous suivent. Je pense que ça peut être c'est organisé autour de 5 cultures différentes. Et voilà, ça peut aussi être une piste pour donner, on en parlait tout à l'heure, une définition de ce que peut être l'éducation aux médias et à l'information. En tout cas, proposition sur laquelle on a travaillé récemment. Et alors, cette formation en académie, elle est mise en place par notre réseau de coordonnateurs et coordonnatrices académiques du Clémy. Donc, ce sont eux qui se font les relais des actions nationales que nous mettons en place. Et c'est eux qui mettent en place les politiques académiques de formation en EMI, évidemment en lien avec les priorités académiques et les logiques territoriales qui sont mises en place. Et vraiment, dans les académies, ce sont ils exercent vraiment un rôle pivot pour le réseau Clémy de la mise en place le pilotage en fait, de l'EMI en académie. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, on voit maintenant qu'il y a un réseau qui existe, il y a des actions. Si on veut vous contacter directement le Clémy, on se dirige plutôt vers l'IEN premier degré, vers le chef d'établissement, vers l'inspecteur référent. Qui peut être contacté si on veut développer quelque chose avec le Clémy ? Eh bien, tout simplement, en fait, la liste des coordonnateurs académiques du Clémy est disponible sur le site du Clémy, ainsi que toutes les ressources qui sont toujours gratuites et en accès libre. Merci à vous en tout cas. On va continuer à poursuivre sur ce sujet-là, puisque Philippe Mignet, vous êtes inspecteur pédagogique régional, établissement et vie scolaire, pleinement impliqué auprès des chefs d'établissement, auprès des professeurs documentalistes. Donc, vous baignez dans cet océan informationnel aussi, les problématiques que ça pose. Donc là, plusieurs chefs d'établissement nous disent, mais comment je fais pour travailler cette problématique avec les enseignants, pour les convaincre, pour les engager, pour les embarquer, pour parler familièrement ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire au public qui nous écoute ? Alors, je vais revenir justement sur les leviers, notamment à destination des chefs d'établissement. Je souhaitais vraiment aujourd'hui faire part des spécificités de mon regard de terrain, au plus près des acteurs locaux, que sont les personnels de direction, les professeurs documentalistes et également les CPE, sur des temps où nous avons les rencontrés, des temps de formation, des temps de regroupement, également des rendez-vous de carrière ou des échanges informels. Donc, ce sont vraiment des contacts au plus près des acteurs de terrain. Alors, 2 constats que je me permets de formuler. Premier constat, celui d'une grande hétérogénéité de situation. Bien entendu, dans la plupart des établissements, les professeurs documentalistes sont au cœur de l'EMI. Ce ne sont pas les seuls, mais ils sont au cœur de l'EMI. Néanmoins, leur investissement sur cette problématique dépend souvent d'initiatives personnelles. Et donc, c'est pour ça qu'on a une grande hétérogénéité de situation, alors même que, Madame l'inspectrice générale l'a signalé, la circulaire de mission du 28 mars 2017 présente bien comme premier axe le travail sur l'éducation aux médias et à l'information. Deuxième constat, c'est finalement une question qui est assez peu abordée collectivement comme thème de politique éducative. Pourtant, les établissements scolaires rencontrent des difficultés concrètes en lien avec l'éducation aux médias et à l'information. Les chefs d'établissement, les CPE notamment, mais aussi les professeurs documentalistes nous parlent régulièrement des difficultés liées au cyberharcèlement ou liées au mésusage des réseaux sociaux. Il y a donc un fossé entre les situations concrètes que rencontrent les acteurs des établissements scolaires et puis la réflexion collective qui peut être mise en action sur ce sujet.
Alors, pour répondre précisément à votre question, il y a quand même un certain nombre de leviers. Tout d'abord, et ça a été dit, l'éducation aux médias et à l'information doit être un sujet du conseil pédagogique. Conseil pédagogique qui va réunir un nombre important d'enseignants sous l'autorité du chef d'établissement. Et donc, je crois qu'il faut avoir la volonté de poser dans les ordres du jour pour réfléchir ensemble en conseil pédagogique à cette question de l'éducation aux médias et à l'information. Je crois également qu'on peut peut-être s'inspirer de ce qui se passe au ministère de l'Agriculture, qui doit en tout cas nous faire réfléchir avec des heures d'enseignement qui sont à l'emploi du temps pour le professeur documentaliste. Donc là aussi, il y a peut-être une réflexion à conduire sur cette organisation particulière du ministère de l'Agriculture. Troisième levier, un certain nombre d'établissements font le choix, et c'est dans le cadre de l'autonomie de l'établissement, dans le cadre de l'autonomie de l'utilisation de leur dotation horaire globale, donc des heures qui sont allouées à un établissement, font le choix de mettre des enseignements d'éducation aux médias et à l'information. Et je crois que nous aurons tout à l'heure un témoignage qui va en ce sens. Donc tout cela pour dire que politiquement, c'est possible. Ensuite, il y a bien entendu une question de volonté. Et puis enfin, le dernier levier, peut-être le temps de l'évaluation des établissements scolaires, qui est dans sa deuxième année de déploiement. Et je pense qu'il peut vraiment contribuer à la réflexion systémique. Alors là, pour le coup, avec les usagers, les élèves et les parents, et puis bien entendu, tous les acteurs de l'établissement scolaire. Lorsqu'on est dans cette auto-évaluation et dans l'évaluation externe des établissements, la question de l'EMI peut, je pense, être posée avec une grande acuité. Voilà un petit peu sur les différents leviers que je pouvais vous proposer. Alors, on va les mettre en synergie aussi, en regard de ce qui se passe dans le premier degré, puisque nous avons Laurent Moutard, qui est inspecteur d'éducation nationale premier degré. Laurent, vous êtes sur l'Académie de Rennes. Vous avez pris à bras-le-corps aussi, et sur le département, cette question-là. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un peu ce qui se passe pour qu'on alimente un peu la réflexion et les échanges à ce sujet ? Oui, Magali, effectivement. Alors, sur le département et dans le premier degré, les constats sont similaires à ceux qui ont été évoqués tout à l'heure par les intervenants. Et Madame l'inspectrice générale parlait en intervention de pratiques qui sont très hétérogènes et de la nécessité de convaincre les équipes. Donc, ça fait partie effectivement des enjeux en matière de pilotage, convaincre et accompagner les équipes pour qu'elles se sentent en capacité de s'engager dans des actions d'éducation aux médias et à l'information. Donc, dans le département du Morbihan, en effet, le choix a été fait de constituer un groupe de travail départemental, constitué de formateurs premier degré, conseillers pédagogiques, enseignants référents aux usages du numérique. Et ce groupe de travail intègre la référente académique du CLEMI pour le premier degré. Donc, il y a déjà un partenariat qui est solide à ce niveau-là. Et puis, donc, les objectifs de ce groupe, ça va être de diffuser et de faire connaître les ressources. On parle d'océan informationnel, mais il y a aussi un océan de ressources. Elles sont très nombreuses, ces ressources. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse cibler celles qui vont répondre au mieux aux besoins des équipes. Produire des ressources également, identifier et diffuser les bonnes pratiques. Sur les territoires, il y a des pratiques très intéressantes qui se développent, des exemples de web radio, des exemples de liaison premier, second degré aussi. On parlait du conseil pédagogique, mais dans les conseils école-collège, on commence à avoir des réflexions qui s'amorcent sur des actions qui s'apparentent à de l'éducation aux médias ou à de l'information. L'éducation à l'image aussi, j'ai l'exemple en tête d'une circonscription qui développe beaucoup ce type d'action. Donc on a quand même un panel assez intéressant. Et puis la polyvalence du professeur des écoles est également un atout pour justement trouver différents angles d'action sur l'éducation aux médias et à l'information. Alors par contre, la difficulté, pourquoi est-ce que les équipes ne s'engagent pas? C'est là la question, c'est que souvent il y a un sentiment de manque de compétences de la part des professeurs qui ne se sentent pas forcément compétents pour le faire. Et puis quelquefois aussi, il y a peut-être une méconnaissance aussi des enjeux. Donc tout l'enjeu, ça va être aussi de créer des ressources qui vont pouvoir facilement s'approprier et puis aussi d'avoir des déclencheurs et de s'emparer de dispositifs comme la semaine de la presse et des médias à l'école. Et à ce titre, nous avons par exemple développé, je ne sais pas si je peux le présenter ici, mais un escape game destiné aux élèves et qui va servir de support à cela justement. Alors, l'escape game a vocation à, je dirais, c'est un prétexte en fait, hein. C'est une approche différente, un prétexte, un côté un peu moderne, hein. On va pas se mentir, hein. Donc, mais pourquoi pas? Il y a l'approche événementielle, l'approche par le type escape game. Est-ce que vous avez senti que ça mobilisait? Est-ce qu'il est déjà en œuvre cet escape game? Alors, je le présente dans les grandes lignes parce qu'il va permettre aux élèves d'aborder tous les enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. Il va y avoir des épreuves, comme dans tout escape game. Une première qui va consister à réfléchir à quelles données
est-ce qu'on fournit sur Internet, la diffusion de données personnelles. Une deuxième épreuve qui va concerner les droits et les devoirs sur Internet, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, notamment en matière de diffusion d'informations. Une troisième qui va consister à travailler sur les réseaux sociaux. Les enfants sont de plus en plus confrontés à l'environnement numérique et aux réseaux sociaux. Donc, intérêt, limite des réseaux sociaux et surtout droits liés aux réseaux sociaux. À quel âge est-ce qu'on a le droit d'accéder aux réseaux sociaux, par exemple? Et puis, une autre épreuve sur laquelle j'aimerais faire un focus, parce que je parlais tout à l'heure de faire connaître des ressources, c'est la question de la véracité de l'information, vérifier l'information. Et là, on met en lien des ressources qui sont faites par le Centre des sciences de Montréal, qui propose deux activités. Une première qui est vérité ou mensonge, c'est-à-dire qu'on donne une information qui peut paraître vraie comme elle peut paraître fausse, et la seule manière de trancher pour affirmer qu'elle est vraie ou fausse, c'est d'aller faire des recherches. Et ça fait partie du référentiel des compétences à travailler dans le domaine de l'EMI, faire une recherche guidée pour aller vérifier des informations. Et puis la deuxième activité intéressante aussi, c'est par rapport aux fake news, aux fausses informations, ça s'appelle le cryptozo. Les élèves sont amenés à créer de toutes pièces un animal fictif, donc aussi bien dans sa physionomie que dans des informations sur son habitat, sur ses habitudes alimentaires, et l'application va générer automatiquement un article qui paraîtra plus vrai que nature. Il est un article de grande qualité, aussi bien dans sa forme que dans le fond, et qui va pouvoir laisser entendre qu'on est sur une information réelle, alors qu'elle est fausse, qu'elle est créée de toutes pièces. Et ça, les élèves le savent, puisque c'est à partir des informations qu'ils ont données que cette information a été créée. Donc il y a tout un travail, encore une fois, Magali, vous le disiez tout à l'heure, ça sert de prétexte. Tout ça. Le support est un prétexte à développer la réflexion avec les élèves dans les classes. Et l'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle est adossée à un dispositif de formation, un point qui a été évoqué précédemment par les co-intervenants. Il y a une information, et cette formation, de 2 fois 3 heures, en module hybride, va interroger à la fois les pratiques des enseignants, leurs propres pratiques, leurs propres connaissances du numérique et du numérique d'information, et elle va également faire le lien avec des questionnaires élèves et des questionnaires parents. Et là, je rejoins complètement l'intervention précédente sur la coéducation. Il y a un réel travail à mettre en place. Et un des enjeux futurs en matière de pilotage va être de travailler sur les territoires avec les acteurs, avec les collectivités territoriales et également avec le milieu associatif pour justement voir comment on peut travailler cette coéducation qui est un axe majeur également. Merci Laurent. En tout cas, votre escape game suscite de l'intérêt puisqu'on a des questions sur sa mise à disposition. Donc, on ne manquera pas de tenir chacun informé justement dès qu'il sera prêt. Il nous semblait essentiel aussi donc, de laisser la parole à 2 collègues qui ont bien voulu être présentes. Alors, je vois que l'heure passe, mais c'est un sujet passionnant et peut-être que nous aurons à nous interroger justement sur un volet 2 à ce direct-là. Voilà, on vous laisse la parole à Isabelle Morel qui est chef d'établissement et Isabelle Bombois qui est professeure documentaliste. Vous exercez toutes les deux dans un collège situé en éducation prioritaire et vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs et vous avez d'ailleurs une option média dont vous allez nous parler ainsi que d'autres projets également. Alors peut-être Madame Morel dans un premier temps pour nous situer un peu l'enjeu, l'action et puis ensuite Madame Bombois. D'abord, c'est très rapidement, effectivement, on est un collège REP de l'ordre, je veux dire, avec un certain nombre de dispositifs, ULIP, UPE, 2A. Lorsque je suis arrivée sur ce collège, en fait, pour certains collègues, ça parlera peut-être, ce collège avait fait l'objet d'articles de presse en 1999 pour un problème notamment avec la communauté turque sur le port du voile. Donc, un contexte très particulier au regard des valeurs de la République et il était important, effectivement, l'EMI a vraiment son rôle à l'intérieur du collège pour un certain nombre de raisons, même encore valables au jour d'aujourd'hui. En 2017, en fait, quand je suis arrivée, il y avait un club journal, comme dans beaucoup de collèges. Et après en avoir discuté donc avec Madame Bombois, mon professeur documentaliste, j'ai décidé d'investir dans une web radio. Je voulais ouvrir les élèves aussi à cette partie de l'écriture, avec des élèves qui sont fragiles à l'écrit, mais qui, à l'oral, ont des prises de parole fort intéressantes et fort pertinentes. Donc, c'était aussi leur faciliter ce passage à travers la web radio. En 2019, j'ai mon professeur documentaliste avec un petit groupe d'enseignants qui s'occupaient notamment du club du journal, qui se sont amusés durant l'été à écrire une fake news et à le mettre sur le site du collège, ce qui a profondément fait réagir non seulement les élèves, mais les adultes de l'établissement, et ce qui a effectivement ouvert, si vous voulez, un certain nombre d'échanges, aussi bien, ce qui est logique avec les élèves, mais aussi avec les adultes, sur cette fake news.
Et puis, je dirais que, donc, comme dans beaucoup de collèges sur la province, des problématiques avec notamment ma troisième LV2, l'allemand, qui m'a conduit à faire une proposition à ma directrice académique, à savoir, je ne voulais pas fermer pour fermer, parce que face à moi, effectivement, j'ai des établissements privés, qu'il fallait garder une certaine attractivité, et il semblait que nos élèves étaient relativement ouverts à l'EMI, qui est transversale et bien évidemment vu dans toutes les disciplines. Et donc, je lui ai proposé d'ouvrir 2 options, dont une option officielle, média. Ce qui a été acté, ce qui s'est passé à la rentrée de septembre 2020, où nous avons ouvert, par contre, on n'a ouvert qu'au cycle 4. Donc, au niveau 5e, comme toute option au collège, comme le latin, les élèves ont fait le choix de le prendre et s'engagent sur 3 ans. J'ai demandé à l'équipe, et donc notamment à Mme Bombois, d'écrire une progression sur 3 ans. Ça figure à l'emploi du temps des élèves qui s'y sont inscrits, ça figure à l'emploi du temps des enseignants qui y participent, à hauteur d'1 heure par niveau. Donc, cette année, l'année dernière 5e, cette année 4e, à la rentrée de septembre 2022, donc officiellement aux élèves de 3e, qui pour l'instant, eux autres, ont gardé le format club. Ce n'est pas à leur emploi du temps. C'est pris sur l'autonomie de l'établissement, sauf pour Mme Bombois, sur lequel, elle, je ne peux pas effectivement le mettre en HSA. Ce sont des HSE vacataires. Les élèves s'engageant pour 3 ans, ils peuvent bénéficier d'une 2e option. Madame Bombois, tout à l'heure, vous fera part du programme qui a été écrit, approuvé et qui est construit et abondé tous les ans au fur et à mesure de l'évolution, et des partenaires, effectivement, qui structurent aussi cette option. Il est peut-être trop tôt pour évaluer les apports, voir exactement, puisqu'il nous faudra cette 3e année pour avoir un visuel un petit peu plus, mais ce qu'il est sûr, c'est que déjà, au regard des enseignants, puisque c'est ouvert aux élèves du collège et de la SECPA, ce qui est très important. C'est un alignement à l'emploi du temps pour permettre à tout élève d'y participer. On a vu une progression très nette, notamment plus marquée sur les élèves de SECPA que sur les élèves de collège, sur des savoir-être, sur des postures, sur des savoir-faire. Le passage à l'écrit est un peu plus fluide. Les prises de parole sont beaucoup plus structurées. Et je dirais que globalement, dans toutes les disciplines, cela se retrouve au jour d'aujourd'hui. Sur le niveau 4e, sur l'option qui a été ouverte cette année, l'année dernière, on a eu une élève qui, dans le cadre parce qu'il y a eu un journal qui a été fait l'année dernière, a été en capacité d'écrire un article de presse et de faire un dessin de presse à côté. Donc, les élèves arrivent à faire un lien sur les disciplines, sur la transversalité, et c'est très important. Et ce que je voudrais dire aux chefs d'établissement qui nous regardent ce soir, avant de donner la parole à Mme Bombois, parce qu'elle a beaucoup de choses à vous dire, c'est qu'effectivement, votre professeur documentaliste, de par ses missions, est souvent le support de nombreux projets, mais souvent également porte lui-même les projets. Et il est important de bien garder ce levier, puisque c'est un levier vis-à-vis des élèves et vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. Cette année, en plus de ce rôle, j'ai demandé à mon professeur documentaliste d'être référent de culture de l'établissement parce que pour moi, ça a un sens. Tous les projets qui sont construits, je suis en REP, pédagogie de projet, ont besoin d'être centralisés et de façon à pouvoir traités et accompagnés dans les partenariats. Et pour juste clôturer mes propos, je reviendrai sur des propos que Mme Cavigny-Chevet, la rectrice de l'Académie de Normandie, a donné à ses personnels de direction fin août 2021. Elle nous a dit qu'il faut réveiller l'esprit des lumières chez vos élèves, c'est-à-dire dépasser les obstacles pour leur permettre d'acquérir et de développer un esprit scientifique et un esprit critique. Et c'est très important dans des zones semi-rurales comme nous sommes ici sur Terre. Alors, Madame Bombois, peut-être en quelques mots, Oui. nous décrire votre action, parce que donc là, on est un peu pris par le temps, mais ce sujet passionne, mais on ne voudrait pas quitter l'émission sans vous entendre. Alors, dites-nous votre action, Madame Bombois. Présentation de l'équipe engagée dans cette option. Je travaille avec une professeure de français et un professeur de mathématiques. Et ça, j'insiste beaucoup sur les apports disciplinaires aussi que chacun peut amener. Ça, c'est vraiment très essentiel.
Nos élèves, ce sont donc, comme Madame Morel vous l'a dit, à chaque fois, pour chaque niveau, à peu près, on reste modeste, on est également en REP, donc une quinzaine d'élèves à chaque fois. On a un groupe très hétérogène, puisqu'on a donc de la SECPA, en général, mais également des élèves à besoins particuliers, qui, quelque part, trouvent un enseignement qui se fait différemment et sont plutôt intéressés. Je pense à des grands dyslexiques ou des élèves qui sortent de l'UPE2A ou primo-arrivants. On a conçu une progression, donc cycle 4, qui est évolutive, d'abord par rapport à tout le contexte pandémique, bien entendu, puisqu'il y a des visites de musées qui n'en ont pas pu se faire, des sorties. On l'adapte à chaque fois à nos élèves, puisque l'on part d'un groupe tellement hétérogène qu'il y a parfois des attentes que nous voyons à la baisse ou à l'inverse. Parfois, nous sommes, et d'ailleurs très souvent, fortement, agréablement surpris. Donc, rien n'est figé, y compris donc nos partenaires, ce qui a été dit, puisqu'on en découvre aussi des nouveaux. Mais on a surtout ce qui est le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est le fil rouge que l'on a vraiment entre les trois, c'est-à-dire pratiquer pour mieux comprendre. Donc, on part du principe qu'on fait faire à nos élèves et c'est qu'en faisant, ils vont apprendre. Donc, ils sont constamment en action, en activité. En cinquième, l'idée, c'est d'acquérir des prérequis essentiels pour pouvoir ensuite travailler les médias. J'entends en particulier l'écriture journalistique, un travail autour de la photographie de presse, on travaille le droit à l'image, etc. On est très fiers parce qu'à la fin, on a quand même 15 élèves qui maîtrisent la différence entre fait, rumeur, hypothèse, opinion. Et là, actuellement, en cours, régulièrement ressortent ces 4 notions aux enseignants. Donc ça, c'est assez amusant de voir qu'ils osent aller au-delà. On travaille beaucoup aussi avec des professionnels au niveau 5e, des journalistes, des photographes professionnels qui viennent rencontrer les élèves. Donc ça, pareil, c'est essentiel. 4e, 3e, on les fait pratiquer vraiment par la rédaction d'un journal papier, par la rédaction de podcasts, d'une émission complète de web radio, des capsules vidéo, émissions complètes également vidéo, d'un journal télé tout simplement. Et là, on prend soin de partir de sujets qui les intéressent, bien entendu, mais également on les fait travailler autour de notions telles que les fake news, tels que les réseaux sociaux, parce que pour nous, c'est une manière de traiter l'apport médiatique réseaux sociaux, en les faisant réfléchir sur leurs propres pratiques. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, on leur demande de produire des productions finales, excusez-moi la redondance, visibles et accessibles à leurs autres camarades. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. D'abord parce que ça les met en valeur, ça met leur travail en valeur et ils en ont besoin aussi. Mais également, cela permet de, entre guillemets, passer l'info, la bonne nouvelle, on va dire, aux autres élèves par justement de la diffusion de web radio, de l'affichage, etc., fait par les élèves. Au CDI, par exemple, on va beaucoup passer par le biais de petits concours qui va obliger de manière ludique, je pense au Escape Game, ce côté ludique, où ça va permettre aux élèves de s'intéresser à un sujet et finalement d'acquérir des connaissances par le travail d'autres camarades. Donc ça nous paraît essentiel. En ce qui concerne ce travail, on ne peut le faire que parce qu'on s'appuie sur des ressources locales. Là, je pense en particulier à certains musées que l'on a, mais je pense aussi à certains événements locaux. On a la chance de pouvoir bénéficier du prix Bayeux des reporters de guerre. Donc là, pour les 3e, ça nous paraît essentiel de travailler à partir de cet événement. On amène également nos élèves au festival Les Femmes s'exposent à Oulgat, justement toujours cet apport photographique et ce côté... Et puis bon, il faut être honnête, là c'est en plein air, donc c'est quand même très pratique actuellement aussi. Donc voilà, et on s'appuie sur certains partenaires. Je pense en particulier bien sûr au Clémy. Donc on travaille de manière très très précise avec Clémy, ex-Clémy Basse-Normandie. Canopé 61, la DAC, la DRAN, la DRAC qui nous ont toujours soutenus au niveau équipement, financement.
Et vous vouliez que je finisse en parlant de l'évaluation. On évalue bien entendu nos élèves. Il y a une ligne qui a été ouverte dans chaque bulletin. Et c'est bien sûr une évaluation par compétence qui reprend le domaine 1, les langages pour penser et communiquer, le domaine 2, les méthodes et outils pour apprendre, le domaine 3, la formation de personnes et du citoyen, et le domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques, en particulier tout ce qui est démarche scientifique, et c'est là où l'apport de notre enseignant de mathématiques, de notre collègue de mathématiques est vraiment un point supplémentaire. Et on a aussi la chance de bénéficier d'une évaluation de manière peut-être beaucoup plus informelle à travers les concours, il ne faut pas les oublier. C'est quelque chose qui motive vraiment les élèves. Et donc là, on s'appuie aussi bien entendu sur le Clémy, les concours qu'il propose, et en particulier le concours médiatique, qui permet de faire participer chaque niveau à un concours, puisque il y a vu de chez nous au niveau pour les 5e qui est sur le reportage photographique. Après, ce sont les productions plus classiques. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bombois. On a vraiment laissé dérouler votre propos parce qu'il intéresse aussi les collègues qui nous écoutent et qui nous posent des questions justement sur vos ressources et tout ce que vous avez mis en place. Donc, merci à vous. Nous avons largement dépassé l'heure, mais c'est un sujet qui, vous le voyez, passionne et nous n'en avons pas fait le tour. Donc, je reviendrai à la fin vous expliquer un petit peu les possibles suites à donner. En tout cas, nous avons une dernière partie, la partie ressources, et je laisse la parole à ma collègue Sylvaine Paul pour vous la présenter. Merci Magali. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année 2022. J'espère que la situation va s'améliorer. En tout cas, comme avait coutume de le dire un de mes grands amis philosophes, je vous souhaite que la force soit avec vous. Donc revenons à nos ressources consacrées à l'éducation, aux médias et à l'information. Première ressource que je vous propose, c'est un petit retour en arrière sur la mise en place du parcours citoyen en 2015 qui insistait sur la nécessité de se former à l'éducation, aux médias et à l'information. Toujours dans un petit rappel de ce qui s'est passé auparavant, donc retour sur les états généraux du numérique pour l'éducation qui se sont tenus à Poitiers en octobre 2020 et qui, là encore, insistaient sur la nécessité de développer la citoyenneté numérique et de renforcer l'éducation aux médias et à l'information en s'appuyant notamment sur le Clémy et toutes les ressources qu'ils mettent à disposition. Sur le site EduScol, comme d'habitude, vous retrouverez une sélection de ressources et d'articles consacrés à l'EMI, notamment la présentation de la semaine de la presse avec le dossier d'inscription, inscriptions qui sont toujours en cours d'ailleurs jusqu'au début février, et puis un retour sur le séminaire national consacré à l'EMI qui a eu lieu l'année dernière, dont le titre était « Ambition et pilotage ». Dans le rapport qui a été remis au ministre en mai 2021 sur l'éducation aux médias et à l'information, ainsi qu'à la citoyenneté numérique, donc vous retrouverez des recommandations, des préconisations sur la formation à l'EMI. Un petit tour sur le site du Clémy. Je faisais mention tout à l'heure de l'inscription à la semaine de la presse et des médias à l'école, donc un événement qui se déroule chaque année au mois de mars. Voilà, vous en avez ici tout le dossier pédagogique, la présentation, le dossier de presse et toutes les ressources qui y a faire. Toujours sur le site du Clémy, une exposition que vous retrouverez en deux formats, un format physique, donc itinérant, que vous pouvez réserver auprès de vos coordinateurs académiques du Clémy. Le Clémy met également à votre disposition un webinaire accessible en ligne pour vous former sur les contenus de cette exposition. Toujours sur l'éducation aux médias et à l'information bien sûr, le livret édité par le Clémy, donc la version 2021-22, qui reprend tous les dispositifs que propose le Clémy en matière d'EMI, ainsi que du matériau pédagogique pour le premier et le second degré. Je vous présente le site du Centre des sciences de Montréal. Il en a été question tout à l'heure lors de la présentation de l'Escape Game conçu par l'équipe du premier degré du Morbihan, dont Laurent Moutard nous a parlé. Voilà en fait les activités, un exemple d'activités qui sont proposées par ce site-là, nos amis québécois, donc qui mettent à disposition énormément de ressources, de jeux et d'activités ludiques pour se former aussi à l'éducation aux médias et à l'information. Donc vous y retrouverez par exemple un jeu sur
la désinformation ou en tout cas tout ce qui est fake news, donc canular ou vérité. Petit rappel de ce qui a été annoncé au cours de l'émission par nos inspecteurs généraux. Donc la parution très prochainement du guide de l'éducation aux médias et à l'information, édité par la DGESCO, ainsi que les 3 demi-journées du plan national de formation consacré à l'éducation aux médias et à l'information, toujours bien sûr, à destination des formateurs de formateurs ainsi que du personnel d'encadrement. Je vous remercie d'avoir suivi ce point ressources sur l'éducation aux médias et à l'information. Je vous encourage vivement, si vous en avez l'envie, à aller revisionner ou visionner en tout cas les directs qui ont déjà été publiés depuis 2020 déjà. Et puis je vous donne rendez-vous donc le 1er février pour un nouveau numéro consacré au continuum Bac-3, Bac+3. Je rends la parole à Magali en studio ainsi qu'à nos intervenants. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Merci beaucoup Sylvaine. Écoutez, nous arrivons à la fin de ce direct, je dirais par la richesse de vos questions. Nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble et par aussi la diversité des points de vue, des approches aujourd'hui au cours de cette émission, nous montre que nous n'en avons pas terminé de parler de ce sujet qui est l'éducation aux médias et à l'information. Donc nous allons très probablement nous diriger vers un second temps, un second direct, vu la richesse, vu la variété du sujet, on ne peut pas s'arrêter là, je dirais. Donc nous sommes ravis que ce sujet en tout cas ait trouvé écho auprès de vous. Nous avons eu envie justement de tester les réactions et les besoins. Donc vos réactions montrent qu'il y a de vrais sujets de préoccupation et que nous devons continuer à avancer ensemble. D'ici là, vous le savez, il va y avoir la parution du Vademecum. Donc ça, ce sera déjà une ressource extrêmement riche qui sera certainement donc le prétexte justement à revenir sur ce sujet. Je vous remercie vraiment sincèrement de votre fidélité. Je remercie l'ensemble des invités qui étaient présents tant en plateau que en visio et bien sûr toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce direct. Rendez-vous le 1er février pour un sujet totalement différent, mais néanmoins pertinent aussi au regard de l'actualité et des questions que nous nous posons sur le continuum Bac-3+3. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.